Donc Antoine, ravi de te recevoir ici. Merci pour l'acceptation de cette invitation pour venir nous parler un petit peu de ta vie d'enseignant en Irlande. Donc on reste sur le thème de la francophonie parce que du coup le mois dernier, ou en tout cas le mois en cours quand on filme, mais le mois dernier quand notre vidéo va paraître, on était parti à Miami. Donc là on reste dans le côté francophonie et on est parti maintenant en Irlande. Je suis ravi de faire ça. Je repose le sommaire pour tout le monde. Donc première partie, présentation personnelle et historique en tant que coach. Deuxième partie, ton arrivée en Irlande. Voilà, pourquoi, comment ça s'est passé. Partie 3, formation initiale et continue en Irlande, comment ça se passe et s'il y en a qui est organisé. Et partie 4, ta vie de coach. Voilà, ta vie de coach là-bas, ce qui peut être intéressant de partager, de voir comment fonctionne en tout cas la vie d'un coach en Irlande comparé à ce que nous, on peut connaître la plupart du temps en France. Donc voilà. Ok. Bah, Donc, merci beaucoup de faire ok. de mon mieux pour répondre à tout ça. Mais, Et puis, mais ça sera avec plaisir d'échanger sur ces sujets-là. Je pense que ça va intéresser encore des personnes. Comme je le dis et je le répète, là, hier encore, j'étais en formation avec des stagiaires DE du coup, en Occitanie. Et je leur disais, soyez vraiment curieux et d'échanger, de discuter avec des personnes qui sont parties, qui ont fait des voyages. Et d'autant plus là, dans ce rôle-là d'enseignant, évidemment, je pense qu'il y a des choses intéressantes à apprendre. Donc, je te laisse te présenter dans cette partie 1. bah, merci beaucoup. Moi, mon nom, c'est Antoine Bercy. Je suis coach en Irlande depuis maintenant 15 ans. J'ai 39 ans. J'ai trois petites filles de 10 ans, 6 ans et 1 an. Euh, et j'habite dans le nord de Cork, dans le comté du Munster, dans un petit patelin qui s'appelle Carrignava, dans les montagnes. Donc on est très très bien. Je suis directeur de tennis du club de Douglas. Donc je travaille principalement pour ce club-là. C'est un club avec à peu près 500-600 adultes, 200 juniors et à peu près 50 enfants qui font plus que 2 heures de tennis par semaine. Donc voilà un peu pour situer le club dans lequel je suis. Euh, Moi, en tant que joueur, j'ai été seconde série quand j'ai eu 18-19 ans. J'ai pas forcément persévéré à cet âge-là dans le tennis parce que je suis tombé amoureux du handball. Je me suis mis à fond à faire du hand. Et donc, du coup, c'était mon sport numéro un à ce moment-là. Et donc, j'ai un peu stagné. Je faisais les matchs par équipe avec mes copains avec qui j'ai gardé des contacts au tennis. Donc, j'ai pas complètement arrêté, mais je faisais plus les matchs. Il y avait ce côté-là de faire du handball. Et puis, un autre truc, c'est que vers 17, 18, 19 ans, j'ai commencé à bosser l'été. Donc, moins de temps pour faire les tournois et moins de temps je faisais beaucoup d'animation, beaucoup de camps. Donc, moins de temps pour faire des tournois et pour continuer à progresser. Et je regrette pas du tout parce que j'ai adoré ma vie de handballeur et j'ai adoré bosser et de faire des rencontres humaines en bossant en animation. Donc, non, aucun regret, je suis content Et du coup, les diplômes du coup, arrivent à quel moment de ta vie? Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Alors, moi, en tennis, j'ai fait initiation 1 et 2 quand j'avais 16-17 ans, je crois, Mhm. payé par mon club de Quimperlé. Je viens de Quimperlé en Bretagne. Euh, j'ai passé mon BAFA à peu près à la même période. Euh, j'ai eu fait un Doug Staps ensuite à Brest et j'ai fait une licence en préparation physique à Rennes. Donc voilà un peu le cursus universitaire pour moi. Et Et j'ai passé mon diplôme d'entraîneur de tennis en Irlande une fois arrivé en Irlande.
D'accord, donc t'es parti en Irlande sans avoir le DE français, du coup. Non, Ouais, non. ok, J'avais eu intéressant. des propositions de clubs pour passer le DE et puis ça s'était pas fait. Et c'était un regret parce que je me voyais bien prof de tennis en France. Ouais. Mais non, ça s'était pas fait. Puis j'ai pas fait la formation. J'avais le Doug Staff, je crois que j'avais le tronc commun, donc j'aurais pu le passer d'une autre manière, mais je l'ai pas fait, non. Et je regrette un petit peu parce que la formation française est Ouais. quand même au top, quoi. À travers toutes les interviews que je fais avec les personnes qui sont parties outre-France, je vois à chaque fois que dans les pays dans lesquels sont les personnes, il est vachement reconnu, tu vois, entre le diplôme DE et les Français qui débarquent avec ce diplôme-là, ils sont à chaque fois. Alors, faut faire ça, voilà, faut faire ses preuves et tout ça, mais par contre, on arrive vraiment avec de super bagages pour Voilà. enseigner. Et dans les autres pays, c'est Les vraiment échos que bien j'ai, vu. moi, en Angleterre, au Canada, c'est que les profs français sont très recherchés. C'est-à-dire que Mm. la compétence des profs français, on y reviendra après, mais la compétence des profs français comparée à la formation dans beaucoup de pays anglophones qui est bien moindre. Il me semble que c'est 2 ans maintenant de formation presque en Ouais, France. ça dépend, parce Ça que dépend. moi, quand je l'ai passé, du coup, ça fait 6 ans. C'était un test. Et en Occitanie, ça avait été une ligue pilote, entre guillemets, et du coup, on avait passé le DE en 2 ans. Et finalement, c'est redescendu à un an. Ouais, non. On reste sur les mêmes niveaux. Là, ça reste quand même. Ah non, on va en parler plus tard, mais Changé. Mm. c'est quand même plus volumineux en termes d'apprentissage pour enseigner le tennis que dans d'autres pays, et en Irlande y compris. Ouais. Totalement. Ouais, ok. Donc ça, on en parlera un petit peu plus précisément dans la Ouais. partie 3. Avant de partir justement sur la partie 2, revenir sur cet historique-là que tu as eu en tant que, du coup, dans tes formations. Est-ce que tu as réussi à bien intégrer justement dans ton métier actuel tout ce que tu as pu tout ce que tu as pu apprendre à travers les diplômes avant, tu vois, par rapport au côté prépa physique, etc. Bah, c'est un plus, hein. Ouais, C'est sûr que d'avoir travaillé, enfin, j'ai travaillé pour mon club pas mal en tant qu'assistant coach quand ouais, j'étais en France. Donc j'ai eu quand même pas mal d'expérience d'avoir des groupes, d'avoir mm, des enfants le samedi matin, de faire les mercredis, en STAPS, on avait souvent des stages dans des clubs aux alentours de là où on était. Donc il y avait déjà quand même une expérience d'entraîner et mm, de bosser. La préparation physique, pour moi, le diplôme, c'est plus euh, comment on dit ça, pardon, je cherche mes mots, mais mm. c'est plus théorique que vraiment pratique sur le Ouais, terrain. Donc, ouais, il y a un peu de connaissances, c'est bien d'avoir des connaissances anatomie, des connaissances de biomécanique, des connaissances de tout ça, mais ouais, après, sur le terrain, c'est quand même, c'est différent. ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de ce que tu dis. Ouais. Ouais. Et Juste pour revenir sur un truc, j'ai pas dit ça, mais je me suis remis à jouer au tennis beaucoup quand je suis arrivé en Irlande, en fait. ouais, Et, euh, et, donc c'était plus vers 25, 26 ans où ouais, je me suis remis à jouer en Irlande. Il y a une compétition que j'adore qui s'appelle les Interprovinces. Donc c'est les 4 provinces d'Irlande. L'Ulster, ça c'est le nord de l'Irlande. Euh, le Connacht, ça c'est le nord-ouest. Nord-ouest, pardon, ouais. mm, Le Leinster et le Munster. Et du coup, il y a une compétition tous les ans. Les quatre provinces se rencontrent. Et c'est les 4 meilleurs joueurs de chaque province qui se rencontrent sur un gros week-end. Et j'ai eu la chance d'être pris 2 fois pour cette compétition. Et mm, c'était une super, super expérience à, à développer plus tard. mm. Et là, j'ai pas bien révisé, mais au niveau, justement, au niveau, il y a Ouais. du Ouais. demandé. Est-ce qu'il y a du haut niveau en Irlande? Ouais, Bah oui, il y en a, mais comparé à la France, ouais, en termes de volume, il y a beaucoup moins de joueurs. mm, Il y a des bons joueurs, il y a mais ouais, en termes de nombre de bons joueurs, c'est pas comparable avec la France, non, oui, c'est logique. sûr. Mais quand même, le haut niveau, ou en tout cas, on va dire, il y a des choses qui sont organisées pour ces personnes-là. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, il y a un centre d'entraînement national, il y a des académies, il y a des trucs qui se font pour le haut niveau, mais encore, enfin, j'en parlerai un peu plus tard, mais Mm, il y a des trucs qui limitent le haut niveau en Irlande, et c'est un peu dans la culture, et c'est très très dur à changer. ouais.
Ouais. De mon point de vue, de mon expérience, c'est très, très dur à changer. Donc, mais non, il y a des joueurs de. Il me semble qu'il y a un garçon qui s'appelle Sam Botwell qui doit être dans les 600. Ils ont un garçon qui a été dans les 120, je crois. Mhm. Il s'appelait Conan Island. Il y avait un autre garçon qui s'appelait Luke Sorensen qui était dans les 200. Donc il y a quelques joueurs ouais, Mhm. j'en oublie hein, sûrement. Il y a d'autres joueurs qui font un peu le circuit, mais c'est le seconde zone, quoi. C'est pas le top 100. Et pour revenir à ce côté enseignant, depuis le début de ta vie, tu sens que tu veux enseigner? Ah, c'est drôle parce que je me rappelle de rentrer en sixième on avait nos choix de ce qu'on voulait Ouais. faire en sixième. Et j'en avais mis trois et j'avais mis docteur, je crois, parce que mon papa était docteur. J'avais dû mettre ça pour faire pareil que papa, que mon père. J'avais mis marin-pêcheur et je n'étais passionné de pêche. J'adorais aller à la pêche à pied ou enfin, peu importe. Et j'avais mis prof de tennis. Donc c'était un des trois choix. Donc depuis longtemps, ouais, je pensais faire ce métier. C'est drôle parce que c'est peut-être le sport où je suis le moins bon. Je suis un peu touche à tout. J'aime un Mhm. peu tous les sports. Et c'est pas celui où je me suis senti le plus, euh, le plus doué. Ouais. Loin de là. J'ai toujours trouvé le tennis compliqué, dur à comprendre. Enfin, c'est un sport qui est quand même assez complexe et Ouais. qui demande beaucoup de qualité pour devenir bon. Et j'ai jamais. Il y a des sports où j'étais beaucoup plus à l'aise. J'ai fait Mhm. beaucoup de judo, j'ai fait beaucoup de handball, j'ai fait beaucoup de foot. Et je me sentais beaucoup plus doué pour ces sports-là que pour le tennis. Et c'est un peu le hasard que j'ai continué à jouer au tennis. Et voilà, j'en ai fait un métier maintenant. Non, c'est top aussi. Une belle histoire. Ouais. Ouais. Belle histoire. Et moi, j'aime bien faire l'analogie entre le docteur, justement, et nous, enseignants. Quand tu as un enfant qui arrive avec un problème, tu vois, qu'il y a quelque chose, qui son coup droit ne va pas, il n'arrive pas à faire quelque chose de son coup droit, ben, au même titre que nous, quand on va voir le docteur, on a un problème, il faut qu'il le résolve, tu vois, et donc à nous de trouver les solutions et les symptômes qui peuvent nous aider à Ah, trouver le chemin c'est pour marrant que tu résoudre le fasses ce problème. parallèle-là. Parce que mon père m'a toujours dit que le truc qu'il trouvait le plus important chez les docteurs, c'était l'interrogatoire du malade. Ouais. Et tu arrives à faire un bon diagnostic si tu arrives à interroger la personne de manière précise. Et Mm. c'est vrai que quand tu au tennis, c'est un peu pareil. C'est quand tu poses les bonnes questions que tu arrives à trouver des solutions pour ton joueur et pour régler les soucis qu'ils ont. Donc, non, ouais, il y a un parallèle par rapport à ça. Ouais. C'est très juste ce que tu dis, c'est très très juste et c'est très bien que tout le monde le réentende et l'ancre. On est là vraiment pour répondre aux besoins des élèves. Évidemment, le tout petit élève qui arrive, qui est vierge de tout, oui, il a tout à apprendre, ok. Mais dès que ça commence un petit peu à jouer, ou même un adulte, tu vois, qui est encore un niveau, ben, il faut partir de l'élève, tu vois. Et il faut savoir ce qui ne va pas, donc la situation d'observation, elle est primordiale, bien sûr, mais ce côté discussion, échange avec la personne, si tu décèles plein de choses à faire travailler, mais que tu n'échanges jamais avec il ou elle, et que finalement t'imposes, ben, ça va être compliqué de faire passer les choses, quoi. Alors que si tu es dans l'échange et que tu trouves les solutions ensemble, là, quand même. Mais j'ai une petite anecdote avec ça. Euh, on a fait une formation payante avec un monsieur qui s'appelle Mike Barrell. Je sais pas si tu connais. Non, Euh, c'est connu dans les pays anglophones. C'est un conférencier de tennis. Et il a monté un truc qui s'appelle Evolve Tennis. Moi, je te hmm, ferai les liens. Et donc, du coup, il nous faisait un truc sur un grand week-end. Et il m'a vraiment ouvert les yeux sur les différentes motivations des enfants. Et un truc que moi j'avais pas du tout, et que c'était il y a 6 7 ans maintenant. Euh, Moi, je suis assez manichéen quand je joue au tennis. Je veux gagner. Je cours après la balle parce que je veux gagner, parce que je veux. hmm, Et, les motivations des garçons sont assez simples à résoudre. Ils jouent pour gagner. ouais, Et ouais, ils nous expliquaient que bah, chez les filles, c'est différent. Et il faut avoir une certaine sensibilité, une certaine empathie quand tu coaches les filles parce que bah, elles ont peut-être pas les mêmes motivations que les garçons. hmm, Et il nous a montré plein de trucs sur justement comment faire jouer deux filles l'une contre l'autre et comment il fallait faire attention. Et ça m'est venu après en tant que père maintenant. hmm, Euh, j'ai ma plus grande qui a 10 ans fait 4 heures de tennis par semaine. Et sur une des séances, je fais souvent à la fin, je fais souvent des montantes descendantes. hmm, Et, euh, et des fois, j'ai
des nombres impairs. Et donc, du coup, je peux mettre une chaise sur le top court et dire celui qui gagne, il a un repos de 3 minutes et il peut se Ouais. reposer. Ou je peux faire la même chose sur les cours du fond Ouais. en disant bah, celui qui perd, il a un repos de 3 minutes. Et ma fille fait partie de ce groupe-là depuis 3-4 ans maintenant. Et j'ai pas du tout percuté, mais en fonction de où la chaise se trouvait, sa motivation était décuplée ou diminuait. Ouais. Et je m'en suis rendu compte en tant que coach en me disant, mais je comprends pas, parce que là, elle lâche des matchs, elle fait exprès de perdre ou elle n'a pas envie, et elle aime beaucoup elle aime bien avoir la responsabilité, elle aime beaucoup être arbitre. Mm. Et je me suis rendu compte en fonction de où je mettais la chaise, son niveau de jeu descendait ou montait. Donc, en tant que coach, moi, j'ai systématiquement mis la chaise sur le cours numéro un Mm. pour l'inciter à essayer de gagner ses matchs. Mais ça, ouais, il faut être à l'écoute des joueurs et de comprendre la psychologie. Lui, il nous donnait un exemple, Mike Barrell, il disait que euh, il avait un groupe et puis il y avait deux filles qui jouaient l'une contre l'autre et en général les deux filles, il y en a une qui était bien plus forte que l'autre. Et puis bah, un jour la fille perd un match et puis bah, il l'interroge et puis il dit je comprends pas, enfin, il y a pas de raison que tu perdes ce match contre elle et puis bah, la petite finit par craquer et dit ouais mais je sais qu'à l'école elle a eu une journée super dure, je pouvais pas lui faire ça quoi, je pouvais pas lui encore plus la battre au tennis une Mm. nouvelle fois devant ses copines ou devant ses copains et ben en fait elle avait de l'empathie Ouais. et elle avait senti ça et peut-être que les garçons ils le voient moins. Moi personnellement une journée dure au tennis quand j'étais gamin je gagne quand même, j'y vais quand même, quoi. Et j'ai pas envie de perdre. Mais c'est d'avoir cet esprit ouvert, cette possibilité de dire, je vais réfléchir quand même, pourquoi ça marche pas. Et ça, c'est un truc ce coach-là m'a vraiment ouvert les yeux. Vraiment content d'avoir fait cette formation. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu as dit là. Ouais, vraiment intéressant ça. Et ce côté empathie, c'est transversal, et même à tout, tu vois, entre collègues, entre Ouais, stagiaires formateurs. Dans tous les exemples de la vie, dans tous les domaines de la vie, il faut de l'empathie, il faut de la bienveillance, il faut de la communication. Bon, Euh, bon, ok, donc on peut conclure sur cette belle anecdote-là, la partie 1.